Alors bonjour, rebonjour pour ceux que j'ai vus déjà ce matin. Là, contrairement à ce que j'ai dit ce matin, c'est moi-même qui parle et je ne pourrais pas me réfugier derrière le texte de Madeleine Ferrière. Donc, sur un sujet qui peut paraître surprenant de confier à un historien, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, un monde sans viande. Je ne vais pas être le seul à parler de la nourriture du futur. On aura tout à l'heure d'autres exposés qui vont en parler, d'autres conférences qui vont en parler. Je voulais simplement rappeler que la nourriture du futur, c'est une préoccupation qui elle-même peut être mise en perspective historique, historicisée, qui n'est pas nécessairement nouvelle. Je prends deux exemples. La fameuse scène du film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où il se trouve, vous vous souvenez, confronté au processus de rationalisation de la cantine ou de la restauration collective, avec l'incapacité de pouvoir manger. En plus, ça fonctionne très mal, comme vous vous souvenez peut-être. Et puis, deuxième élément, un petit peu plus tôt, un roman qui est un roman d'anticipation d'Anatole France, qui en a écrit plusieurs d'ailleurs, c'est pas le seul, sur la pierre blanche, et qui aborde des questions d'alimentation future. Ces questions d'alimentation future, elles sont souvent présentées dans la littérature, dans les arts, sous la forme de « nous allons tous manger des petites pilules ». Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est encore un mythe, un fantasme qui revient régulièrement. Pourquoi se poser la question à propos de la viande et pourquoi ce titre un peu, sinon provocateur, tout au moins destiné à faire réagir, un monde sans viande? Parce que la viande, c'est un sujet d'angoisse. C'est un sujet qui monte et c'est un sujet d'angoisse qui monte. Il suffit de regarder les nombreux débats, celui-ci est un débat parmi d'autres, concernant ce sujet, et je peux commencer, si vous voulez, par les débats auxquels je suis convié. Vous voyez, je commence de manière un peu égotiste, mais bon, bien. Et donc, récemment, j'ai participé à un débat, donc là vous avez une image du débat. Demain, quelle viande mangerons-nous? C'était à Paris. Le festival Le Monde Festival à l'Opéra Bastille. Et puis, il y a aussi un débat auquel je vais participer le 14 novembre dans le cadre des Jeudis de la gastronomie. Petit moment de publicité. Donc, un débat dans lequel il sera question de mangerons-nous encore de la viande demain? Vous voyez, on progresse, si je puis dire, ou on progresse dans l'angoisse. Et aujourd'hui, donc, un monde sans viande. C'est-à-dire, il n'y a même plus de questions. Au début, je sais que les organisateurs avaient souhaité que je mette un point d'interrogation. Finalement, je n'en ai pas mis. C'est la même chose dans les médias, les émissions, aussi bien à France Culture, les batailles de la viande, que un article dans Paris Match, la viande est-elle passée de mode? Bref, une interrogation qui fuse de partout. Sans compter des livres chocs, il y en a plusieurs qui sont parus récemment. Florence Burga, L'humanité carnivore, donc une prise de position très forte en faveur du végétarisme et contre, même du véganisme et contre le carnisme, ce qu'elle appelle le carnisme. Et puis le livre de Jocelyne Porcher, Cause animale, cause du capital, tout récent, 2019, qui lui donc assimile, on reviendra sur cette question, la viande cellulaire avec une entreprise issue des grandes sociétés industrielles. Bien. Donc deux livres chocs, deux livres qui adoptent des prises de position fortes. On est dans un débat, effectivement, qui est un débat très presque violent à bien des égards. Autre livre important, Clean Meat, de Paul Shapiro, qui est le pape de la viande cellulaire. On reviendra là-dessus.
Et puis récemment, tout récemment, un dossier qu'on trouve, une petite revue qu'on trouve absolument partout. À la gare, il y en a plein, il y a 20 ou 30 exemplaires dans la librairie de la gare de Tours. Donc, viande, sa dernière heure a-t-elle sonné? Vous voyez, des titres chocs. On est dans ce moment-là, effectivement, où cette question, visiblement, pose difficulté. On pourrait dire, au fond, est-ce qu'on n'a pas affaire à un malaise conjoncturel qui serait lié à certaines circonstances précises? Circonstance numéro 1, évidemment, la crise de la vache folle. Dans ses divers développements, on peut faire débuter ça en 1996, elle coïncide, elle a abouti à une diminution de la consommation de viande, et notamment de viande bovine. Deuxième circonstance, un petit peu plus tardive, donc les lasagnes au bœuf, enfin les lasagnes pur bœuf au cheval. Vous vous souvenez, c'est l'affaire des lasagnes Findus ou Spanghero d'ailleurs, parce qu'elles étaient fabriquées dans l'usine Spanghero. Ça a été aussi un moment important de ces crises alimentaires. Peut-être qu'au fond, c'est un moment conjoncturel qui est lié à des crises alimentaires. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Et en bas, vous avez à gauche les actions d'un certain nombre d'associations pro-végétariennes, pro-véganes, contre les boucheries, donc avec cette photo qui a fait le tour du net, comme vous le savez. Bien. Donc, un sujet en tension, parce que c'est un sujet peut-être d'aujourd'hui. Ma position ici, c'est celle d'un historien. Donc forcément, l'historien, il prend les choses sur la longue durée. Et avec la volonté de garder la tête froide. Alors j'aime beaucoup cette citation de Rudyard Kipling, que vous connaissez sans doute, du livre de la jungle. Le chacal naquit à l'août. Lorsqu'en septembre vint la pluie, il dit « Je n'ai pas vu un tel déluge dans tout l'espace de ma vie. » Effectivement, comme on a la tête dans le présent, peut-être qu'on n'est pas en mesure de pouvoir véritablement avoir une vue claire sur l'avenir, sur le futur. Et qu'on imagine qu'au fond, c'est la première fois que ça se passe. Mon but ici, ça va être de montrer que c'est peut-être pas le cas. Mon but, c'est de relativiser et peut-être de dédramatiser. Alors relativiser, c'est relativement facile à faire. Dédramatiser, c'est peut-être un peu quand même audacieux, ambitieux. Donc au moins relativiser, ça sera pas mal. Donc cette manière de voir les choses, ça, au fond, ça consiste à essayer de comprendre. Comprendre comment les phénomènes et les comportements dans le passé et aujourd'hui se construisent dans la durée, du passé vers le futur. Et ce positionnement-là, ça dicte au fond un questionnement que je vais suivre en essayant de tenir dans les 20 minutes. Donc il faut bien me surveiller. C'est, première question, pourquoi un monde sans viande peut-il s'envisager aujourd'hui? Autrement dit, un monde sans viande est-il pensable d'une certaine manière? Deuxièmement, un monde sans viande serait-ce radicalement nouveau? Et troisièmement, existe-t-il la possibilité d'un monde sans viande? Ce n'est pas exactement les mêmes questions. On n'utilise pas exactement les mêmes arguments, y compris du point de vue historique. Alors pourquoi un monde sans viande peut-il s'envisager aujourd'hui? Parce que, me semble-t-il, le refus de la viande, donc dans le refus de la viande, je mets le végétarisme, le véganisme, etc. Pour l'instant, je ne fais pas la distinction, on pourra la faire dans le débat. Le refus de la viande, c'est l'un des éléments, me semble-t-il, de l'éclatement des conduites alimentaires. Ce que Claude Fischler, le sociologue dont on a parlé à plusieurs reprises, a appelé
les alimentations particulières. Ces choix tout à fait spécifiques, individuels et en même temps identitaires. À gauche, vous avez les résultats donc d'un sondage récent. Alors évidemment, c'est un sondage, donc bien sûr, c'est toujours discutable, qui permet au fond d'avoir une idée un peu kaléidoscopique des comportements alimentaires et des positionnements, non seulement vis-à-vis de la viande, mais vis-à-vis de tout un tas d'autres produits. Donc vous avez en effet les végétariens, donc qui sont classés comme un comportement ancien, vous voyez, plutôt féminin, plutôt des générations pas forcément très jeunes, et plutôt parisien. C'est pour ça qu'il y a la tour Eiffel. Donc, et puis ensuite, on avance vers des comportements qui sont plus récents. Donc, par exemple, le fait de ne pas consommer de gluten, le fait d'être crudivore, le fait d'être adepte de la chrononutrition, le fait d'être adepte du régime paléolithique. On est d'accord ? Bien, dans cet ensemble, qui concerne à chaque fois une toute petite minorité de personnes, on a recensé le nombre de personnes qui ont pratiqué ce régime ou qui en ont entendu parler. Il y en a beaucoup plus qui en ont entendu parler que de personnes qui l'ont pratiqué, mais on voit qu'à chaque fois, c'est relativement minoritaire. Et au milieu de ça, vous avez donc des végétariens, des véganes, et vous avez des flexitariens. Et on voit que ça ne correspond pas nécessairement au même segment de la société. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut noter. Le refus de la viande est un élément de l'éclatement des comportements, de ces alimentations particulières, qui rendent, évidemment, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, du tout, qui rendent difficile l'exercice de la commensalité. Et là, vous avez deux images qui le montrent chacune à leur niveau. Dans l'une, vous avez, c'est une caricature parue dans The New Yorker, donc un journal anglais, américain, de la fin, il y a quelques années déjà, ça va être en 2009, et c'est The Last Thanksgiving. Donc, la fête majeure, celle où on mange de la dinde, devient impossible à réaliser, parce que si vous suivez, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, il y en a un qui ne consomme pas de sel, il y en a un qui est vegan, il y en a un qui est au contraire un gastronome, qui est un gastronome très pointu, il y en a un qui ne consomme pas de gluten, etc., etc. Donc ça devient très difficile, évidemment, d'organiser un repas convivial. Bon, la même chose pour Halloween en France en 2019, mais pour Halloween, les questions de viande ne se posent pas, mais par contre, ça devient compliqué de distribuer des bonbons, tout simplement. Bonbons sans sucre, etc., etc. Il y a certes un contexte, mais il y a aussi sans doute une rupture. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, me semble-t-il, le refus de la viande s'appuie sur une convergence de raisons. Prenons un sondage, encore un autre, un petit peu plus ancien, 2015. Donc il ne faut pas comparer nécessairement les chiffres, il faut voir un petit peu les ordres de grandeur. En France, il y a 3 motivations marquantes. Si je mets à part ceux qui pensent que acheter de la viande, ça coûte cher. C'est la majorité, en fait. De ceux qui, à la question « Pourquoi avez-vous diminué votre consommation de viande ?», la majorité, le plus grand nombre, répond « Parce que ça coûte trop cher ». Donc c'est peut-être... Il faut garder ça en tête, mais disons que si on met à part cette motivation, il y a 3 motivations marquantes qui apparaissent, une motivation médicale, une motivation environnementale et une motivation morale. Vous voyez, médicale, environnementale, morale. Ces motivations correspondent à 3 tendances
plus ou moins anciennes qu'on rencontre dans l'histoire. Et là, je fais un détour par l'histoire. Donc j'en suis désolé, mais je suis quand même... C'est peut-être le domaine que je connais le moins mal. Bien. Donc la plus ancienne motivation qu'on rencontre, elle est morale. La plus ancienne motivation du refus de viande. Elle est morale. Elle relève évidemment du rapport aux animaux, avec un premier moment qui a été très privilégié par les recherches actuelles sur le néolithique, c'est le moment où effectivement, antérieurement même à la domestication, avant même la domestication, on a des témoignages, des indices, je n'ai pas le temps de développer, on pourra en parler, d'un rapport transformé aux animaux, d'un rapport qui est un rapport de domination, qui n'est plus seulement un rapport de prédation. Dans les lieux même où va y avoir ensuite la domestication des animaux, qui fonde notre régime alimentaire, qui a fondé le régime alimentaire carné pendant des millénaires. Et donc, à ces endroits-là, on a une mutation, on va dire, de type idéologique. Deuxième élément, évidemment, c'est le rapport entre la consommation de viande et le sacrifice. Ceux qui refusent les sacrifices sanglants, du type, bien entendu, Pythagore et d'autres, mettent en avant cette raison dans leur refus de manger de la viande. On peut prendre donc ce texte de Philostrate, qui est un pythagoricien très tardif, très postérieur à Pythagore lui-même, qui dans un texte nous raconte que la chose suivante, je lis, « La terre produit tout pour les hommes, et s'ils veulent faire la paix avec les animaux, rien ne leur manque. Elle a pour eux des fruits, elle a des moissons. Cette bonne mère leur donne tout ce qui est nécessaire selon les saisons. Mais les hommes, sans respect pour elle, aiguisent le fer contre les animaux pour se vêtir et se nourrir. Pythagore a laissé à la terre les animaux, mais en considérant comme pur tout ce qu'elle produit, il en a tiré sa nourriture. C'est en effet ce qui convient à la nourriture du corps et de l'esprit. Il a déclaré que les vêtements tirés des animaux sont impurs, et il s'est habillé de lin. Pour la même raison, il s'est servi de chaussures faites d'écorce d'arbres. C'est un texte vraiment qui est purement vegan. Là, franchement, si on prend nos classements actuels, on est vraiment dans ça. Ça peut être revendiqué comme tel, d'ailleurs, par les véganes. Donc, ce genre de positionnement existe effectivement depuis fort longtemps et se fonde, comme on le voit, sur des raisons morales. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un refus de la mise à mort? Ça, c'est effectivement des personnages comme les pythagoriciens, ou est-ce qu'il y a un refus de dire la mort et de la voir? Qu'est-ce que je veux dire? Je prends trois indices. Premièrement, le remplacement linguistique, lexical, d'un terme fort qui désignait la viande en français, en ancien français, qui était le terme chair. Chair, c'était à la fois pour les animaux, pour les êtres humains. C'était à la fois pour la nourriture et aussi pour la sexualité. Il y avait un lien entre les deux. C'était un terme fort, un lien fort. Il a été remplacé en français par le terme de viande. Je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie de ce terme. Ça vient d'un mot latin, vivanda, c'est-à-dire ce qui est destiné, ce qui permet de vivre. Ce qui permet de vivre. Ça désignait l'ensemble des aliments au départ, et ça finit par désigner la chair des animaux in fine. On a donc choisi pour désigner la chair des animaux un terme suffisamment large pour sans doute perdre le rapport avec cet aspect véritablement carné, charnel, j'ai envie de dire. Autre mutation linguistique fort intéressante, c'est celle qui a fait remplacer le terme de tuerie, c'est-à-dire le lieu où l'on abattait les animaux, par le terme justement d'abattoir. Abattoir, c'est le verbe abattre. Abattre, ça s'emploie en ancien français, pas pour les animaux. Ça s'emploie par exemple pour les arbres, abattre les arbres, vous voyez.
On a remplacé là aussi un terme fort qui évoque le meurtre, l'assassinat, le sang, par un terme beaucoup plus neutre. Ce n'est pas un hasard, parce que à la fin du XVIIIe siècle, au début du XXe siècle, on l'a vu pour ceux qui étaient là ce matin rapidement dans le texte de Madeleine Ferrière, les abattoirs ont quitté la ville, se sont installés à la périphérie. On a remplacé ce système où on abattait l'animal dans la boucherie à l'intérieur de la ville, au plus près des habitations, par un système où on abattait les animaux très loin, sans voir ce moment qui a été celui de la tuerie. Vous voyez ? On a parlé aussi ce matin du passage du zoophage au sarcophage. Le zoophage, c'est celui qui, dans la viande, recherche l'animal. Donc il va être par exemple un amateur d'abats, qui va adorer la tête de veau, etc. Le sarcophage, c'est quelqu'un qui essaye de mettre au plus loin l'animal. On ne doit pas le voir. Donc la viande est préparée, elle est en quelque sorte désanimalisée au maximum. Et incontestablement, dans les préférences alimentaires, y compris des Français, la proportion de sarcophage n'a cessé d'augmenter par rapport à la proportion de zoophage. Et ça, c'est quelque chose qui prépare en quelque sorte le refus de la viande, vous voyez, d'une certaine manière, à mon sens. Donc une mise à distance progressive. Bon, je ne commande pas les images, là-haut c'est le suoetoril, c'est-à-dire le sacrifice romain typique où là on a les trois animaux qui ont, donc les bovins, les ovins et les porcins, les trois animaux, les trois espèces qui font de la triade alimentaire fondamentale de l'Occident depuis le néolithique. Et ce sont ceux-là qui sont sacrifiés. Et à droite, vous avez une boucherie médiévale avec toute cette intégration. Donc avant cet éloignement. Dans cette boucherie, on a à la fois l'abattage, la tuerie, on a à la fois la découpe et on a la vente aussi. Donc une espèce de traçabilité complète. Plus récente est la raison médicale, avec une question extrêmement simple. La viande est-elle bonne pour la santé ? Cette question se pose dès le Moyen-Âge. On a par exemple un médecin comme Arnaud de Villeneuve qui va s'attaquer à la position dominante dans la médecine, la position dominante qui consistait à dire la viande, c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut se fonder sur un régime carné. Et Arnaud de Villeneuve défend une position très différente. Il faut dire qu'il est en train de défendre le type d'alimentation qui est porté par les Chartreux. Les Chartreux, c'est un ordre monastique qui a été fondé par Saint Bruno, donc c'est très cher à mon cœur. Et dans cet ordre monastique, on ne consomme absolument pas de viande, mais vraiment pas du tout. Alors que les bénédictins ont pris certaines libertés par rapport à la viande. Et les adversaires des Chartreux disent « c'est très mauvais, pour la santé, on a besoin de viande ». Les autres ordres religieux, comme les bénédictins, admettaient la viande pour les malades. Les Chartreux la refusent, même pour les malades. Et voilà ce qui explique donc Arnaud de Villeneuve. Prescrire de la viande ne sert à rien quand le malade a besoin de médicaments. La viande produit un excès de chaleur qui peut être très nuisible à la guérison. Donc, excès de chaleur, on est dans le cadre de la diététique ancienne. La viande restaure certes les muscles, mais non la force vitale tout entière. L'écriture, c'est la Bible, ne présente jamais la viande comme une nourriture saine ni nécessaire. Et enfin, argument fondamental, les Chartreux, qui s'en privent totalement, vivent vieux. Donc, Arnaud de Villeneuve est un des principaux médecins médiévaux. Il y a donc des débats à l'intérieur du monde médical sur le fait de savoir si la viande est bien saine. On est au XIVe siècle. Cette question de la valeur médicale de la viande a été tranchée, si je puis dire,
dans le sens du carnisme, c'est-à-dire de l'idée que la viande est indispensable plus tard, au XIXe siècle. Mais, progressivement, alors ce n'est pas au XIXe siècle, c'est au XXe siècle, la viande a été victime de la peur du gras. Vous vous souvenez, c'est le moment où on dit que c'est un facteur majeur de cholestérol. Et de la peur du cancer ensuite, seconde peur, qui est venue prendre le relais. Vous vous souvenez tous de cette enquête de l'OMS, enfin de ces recommandations de l'OMS en 2015, pour nous dire que la viande rouge était probablement cancérogène. Je ne dis pas que c'est vrai, hein. J'analyse des discours, hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Tout cela explique en grande partie le retournement récent mais durable qu'on a connu dans la consommation de viande. En France, la consommation de viande a commencé à diminuer à partir des années 2000 et surtout à l'intérieur de la consommation de viande, et ça c'est parfaitement clair dans le graphique que vous avez. En haut, vous avez la consommation de volaille, vous voyez qu'elle n'a cessé d'augmenter, et la consommation de viande bovine, elle n'a cessé de diminuer. Il y a eu une sorte de croisement entre les deux courbes, qui est tout à fait visible et clair. La troisième raison, c'est la raison environnementale, qui est la dernière en date. Elle a évidemment partie liée avec l'intensification de l'élevage. Donc, ce matin, l'un de nos auditeurs nous a fait remarquer que la question de l'eau était centrale. Et en effet, dans l'élevage intensif, le problème, c'est aussi la consommation de l'eau, mais c'est aussi l'impact carbone. Alors là, je n'ai pas le temps de commenter le graphique qu'on a là-haut, qui est un graphique... le graphique qu'on a en bas, qui est un graphique assez complexe. C'est un graphique qui montre que pour calculer l'impact carbone, il faut tenir compte non seulement de l'impact carbone d'une quantité déterminée, par exemple 100 grammes, mais qu'il faut tenir compte aussi de l'impact carbone de l'intégralité du régime alimentaire. Parce qu'il semble bien que, par exemple dans le cas des végétariens purs ou des véganes, si vous voulez, il y a une compensation au niveau de la quantité. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet de satiété étant moins rapide, la quantité consommée augmente, donc avec un impact carbone pas plus grand qu'un régime carné, ça on est bien d'accord, mais qui peut être plus important que ce qu'on pensait. Bien, donc l'impact environnemental est un élément très important, la raison environnementale est un élément très important, même si on peut le discuter. Maintenant, posons-nous la question, un monde sans viande, est-ce que ce serait si radicalement nouveau que cela? D'abord, nos origines ne sont pas vraiment carnassières. Les australopithèques sont plutôt des omnivores, voire des végétariens à tendance omnivore. On pourra discuter de ça hein, si vous voulez. Hein. Donc, de constantes oscillations entre des périodes carnassières et des périodes céréalières s'observent dans l'histoire. Le passage du paléolithique au néolithique, la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire la période de la guerre de 100 ans, est une période, la période de Jeanne d'Arc si vous voulez, est une période où la consommation de viande semble avoir été plus élevée qu'avant, la période de Saint-Louis, ou qu'après la période de Louis XIV. Donc là, il y a des chiffres, je n'ai pas le temps de les détailler, mais ils peuvent être assez considérables. Évidemment, ils sont calculés par jour gras, parce qu'il y a une grande partie de l'année où il n'est pas possible de manger de la viande. Mais on peut manger du poisson. Si on regarde ce qui se passe dans des périodes un petit peu plus récentes, on voit que, à la veille de la Révolution, la consommation de viande moyenne des Français telle qu'on peut la reconstituer, là aussi, on pourra discuter, si on a le temps, de la manière dont on établit les chiffres, parce que c'est une vraie question. C'est pas si simple que ça, et c'est pas si évident que ça d'un point de vue scientifique. Donc, à la veille de la Révolution, les Français en mangent encore fort peu, moins de 20 kilos par an et par personne. C'est à partir du XIXe siècle que les chiffres
grimpe d'un coup et qu'on retrouve les niveaux du Moyen-Âge, les niveaux de la fin du Moyen-Âge. Puis ensuite, à travers les Trente Glorieuses et même durant la crise économique, la consommation de viande augmente encore de moitié, passant donc à un peu plus de 90 kilos en 2000, ça c'est le maximum. Et à partir de là, on va avoir la lente décrue aujourd'hui autour de 85 kilos. C'est donc l'abondance de viande et non sa rareté qui est relativement nouvelle. Je crois que c'est une idée qu'il faut garder en tête. Donc, d'autre part, posons-nous la troisième question. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un monde sans viande? D'un monde totalement sans viande, globalement sans viande? Alors, il faut remarquer une chose, c'est qu'on a observé ici un pas de temps, qui était celui de la France, mais que le pas de temps d'autres pays n'est pas du tout le même. Même en Europe, la France est certes un des pays qui consomme le plus de viande, mais pas le plus. On est très loin, par exemple, du recordman en Europe, le Luxembourg. C'est d'ailleurs un des recordman mondiaux. Les Américains consomment toujours davantage de viande. Leur consommation continue à augmenter. Et on est arrivé ici à des chiffres qui sont très supérieurs aux chiffres français, puisqu'à plus de 120 kilos. Par contre, la moyenne mondiale, elle est très inférieure. Cette question des pas de temps est fondamentale parce que beaucoup de pays émergents considèrent que l'augmentation de la consommation de viande fait partie, en quelque sorte, du progrès économique. Et donc, là, il y a un problème, évidemment, on va dire, culturel et politique. Deuxième élément dont il faut tenir compte sur est-ce que ce monde sans viande est possible, c'est qu'il y a un impact considérable des jeunes sur nos types de consommation. Et ça, on a pu observer effectivement qu'il y avait, au niveau générationnel, proportionnellement, davantage de personnes végétariennes et véganes parmi les jeunes. Et aussi davantage de flexitariens. Il semble que la proportion de flexitariens est la proportion qui augmente le plus actuellement, et peut-être aussi la proportion qui va augmenter davantage. Donc je rappelle, flexitarien, c'est celui qui consomme de temps en temps de la viande. Alors évidemment, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire de temps en temps? Est-ce que ça veut dire 1 à 2 fois par semaine ou est-ce que ça veut dire moins? La possibilité d'un monde sans viande, ça passe aussi par d'autres éléments dont il faut tenir compte. D'une part, par quoi évidemment le remplacer? Et là, c'est ce que j'ai repris cette idée d'une collègue qui veut organiser une journée d'études. Je ne sais pas si elle est là sur le simili. Ça me semble effectivement une très bonne idée. Donc, il existe toute une production alimentaire qui vise à imiter la production carnée, donc une production de simili. C'est la même chose au Moyen-Âge, ça existait déjà en tant que tel. Il y avait une grande partie de la cuisine de Carême qui était une imitation. Et ça passe, y compris, par ce qu'on pourrait appeler de la junk food, c'est-à-dire des burgers végétaux, mais produits de manière aussi industrielle. Et puis, également, ici, vous avez... Alors, c'est pas de la viande, ça, c'est autre chose. C'est un fromage, mais qui est... alors, j'aime bien le jeu de mots, fromage. Bon. Un des éléments qui est poussé actuellement, c'est la viande cellulaire. La viande cellulaire, donc la viande produite à partir des cellules souches, cette viande, alors je dis ça sous le contrôle des scientifiques, cette viande, elle résout, semble-t-il, tous les problèmes. Oui, j'ai vu. Il n'y a pas d'attaque contre le bien-être animal, bien entendu. Il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas d'abattage, et il n'y a pas non plus, nous disent les promoteurs, dont Paul Shapiro, il n'y a pas non plus d'impact environnemental. Malheureusement, on ne peut pas très bien voir l'image.
ces premiers steaks cellulaires, ils coûtaient 250 000 $ pièce. C'était le premier. Et là, vous avez donc un fabricant ou un vendeur de hamburgers canadien, québécois, qui nous précise que lui, il le vend pour quelques dollars et que ça n'est pas non plus de la viande. Parce qu'effectivement, il s'agit ici bel et bien d'une sorte d'imitation d'un type, d'un modèle culturel de consommation de la viande qui, en lui-même, à mon avis, est assez discutable. Donc, peut-être que le modèle à venir, vous voyez, c'est pas très original, mes conclusions, parce que tout le monde dit ça, c'est un modèle dans lequel il y aura moins de viande, pas forcément plus de viande du tout. Donc quand on interroge, là aussi dans l'enquête de 2015, les Français sur leur choix alimentaire, on voit que, certes, le modèle carniste est encore majoritaire, mais que le modèle flexitarien représente déjà un tiers des consommateurs. La recherche de la qualité, c'est un monde peut-être avec une meilleure viande. Alors là, par contre, je m'implique. Vous voyez, jusqu'à présent, j'ai essayé d'être totalement neutre dans les débats. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles aussi la viande a perdu beaucoup d'adeptes, en dehors des choix éthiques, etc., que je ne discute pas, c'est aussi le fait qu'elle est quelquefois, souvent, trop souvent, de mauvaise qualité, et notamment qu'elle n'est pas maturée convenablement. Donc, vraiment, je pense que la viande maturée, certes, plus onéreuse que la viande ordinaire, mais c'est pas grave, justement, si on en consomme moins. Donc, au fond, c'est pas trop le problème. La viande maturée peut réconcilier, enfin, à mon sens, avec la viande. Donc, je renvoyais justement à une vidéo sur maturer soi-même sa viande, mais je pense que vous pourrez vous y reporter quand vous aurez le document. Vous verrez un peu les procédures à faire. Vous pouvez aussi vous adresser à des bouchers qui le font. J'ai quelques adresses pour Tours. Bien. C'est tout ce que je voulais dire.